Bonjour à tous, bienvenue pour le cours d'approche sociale. Aujourd'hui, nous allons travailler en distance. Je vais partager avec vous euh, mon écran. Voilà. Alors, pour les exercices que je vous ai envoyés donc, la semaine dernière, nous allons les corriger lundi prochain. Alors, exceptionnellement, donc, pour 2 séances, nous avons travaillé en distanciel, mais en présentiel, on corrigera tout ce qu'on a fait, tout ce que vous avez fait à votre domicile. Alors, voilà. Donc, on a déjà expliqué donc, ce qu'était un État fédéral et les entités fédérées. Alors, voici les caractéristiques de l'État belge. Donc, en fait, quand notre Constitution a été élaborée en 1831, eh bien, les membres de notre Congrès national ont dû opérer des choix fondamentaux pour organiser l'État, le nouvel État de la Belgique, puisqu'on a été indépendant depuis 1830. Alors, il a fallu déterminer à l'époque le statut du chef de l'État. Est-ce qu'on allait choisir un roi ou choisir un président? Le mode de représentation du peuple belge, et on a dû aussi choisir l'organisation concrète de la direction du pays. Alors, les choix les plus importants qui ont été faits à l'époque, eh bien, à l'heure actuelle, ils sont encore indiqués dans notre Constitution. Alors, ils sont au nombre de 4. Alors, premièrement, la séparation des pouvoirs. Deuxièmement, le choix d'une monarchie. Troisièmement, on est une démocratie représentative et parlementaire. Et quatrièmement, l'état de droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'abord, la séparation des pouvoirs. Donc, en fait, le pouvoir, eh bien, on l'attribue à certaines personnes ou à des institutions. On leur donne le pouvoir d'imposer des règles, mais en fait, tous les membres de la société doivent respecter cette organisation pour garantir le bon fonctionnement de l'État. Alors, le Congrès national, donc, qui a fait la Constitution, il a opté pour la séparation des pouvoirs. Alors, on a 3 pouvoirs. On a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Alors, le pouvoir législatif, eh bien, c'est le pouvoir qui fait les lois et il contrôle le pouvoir exécutif. Il est exercé par le Parlement et par le roi. Le Parlement, il est composé de 2 chambres. On a la Chambre des sénateurs et la Chambre des représentants, le Parlement. Ensuite, on a le pouvoir exécutif. Alors, le pouvoir exécutif, il dit bien son nom, il exécute les lois. Donc, il se charge de l'application des lois à des cas concrets. Donc, il administre le pays. Qui l'exerce, eh bien, c'est aussi le roi. Et par son gouvernement, il est composé de ministres et de secrétaires d'État. Troisièmement, on a le pouvoir judiciaire. Il est exercé par les différents tribunaux et les cours dans le pays. Alors, ces 3 pouvoirs sont bien séparés et ils collaborent quand même les uns avec les autres. Alors, cette séparation de pouvoirs, elle touche l'autorité fédérale, mais également les communautés et les régions. Chacune des entités fédérées, donc les communautés et les régions, disposent aussi d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir exécutif, mais qui sont distincts de l'autorité fédérale. Alors, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif où vous devez compléter avec les mots suivants. Donc, roi, exécute les lois, fait les lois, le gouvernement, pouvoir exécutif et statut des litiges. Donc, je vous demande de compléter le tableau de synthèse. Alors ensuite, autre caractéristique de notre État, nous sommes une monarchie. Donc, la fonction royale, eh bien, elle se transmet soit de père ou mère, en fils ou en fille. Alors, dans la monarchie belge, le roi, il n'a en fait, on dit toujours qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir ou qu'il n'a pas de pouvoir, mais en fait, il a un pouvoir personnel limité. Il est irresponsable, il n'agit pas seul. Il y a toujours les ministres qui doivent se responsabiliser pour lui, en fait. Donc, ces pouvoirs n'existent que s'il peut les exercer de concert avec ses ministres. Lorsqu'il y a un texte légal qui dit que le terme roi, eh bien, en fait, il vise un pouvoir exercé dans les faits par le gouvernement ou par des ministres isolés. Alors, le roi, il a quand même une influence politique.
il a le pouvoir d'écouter, d'être consulté et de stimuler le gouvernement. Alors, la succession, elle se fait par primogéniture, donc le premier enfant du couple royal deviendra roi à son tour. Et depuis 91, les descendantes féminines peuvent devenir aussi chefs de l'État, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, autre caractéristique de notre État, nous sommes une démocratie représentative et parlementaire. Alors, vous voyez, depuis l'élaboration de notre Constitution en 1831, on était une population de 4,1 millions d'habitants avec 46 000 électeurs. En 1894, on est 6,4 millions d'habitants et 1,4 million d'électeurs. 1919, 7,6 millions d'habitants, 2,1 millions d'électeurs. 1948, 8,6 millions, 5,6 millions d'électeurs. Et puis 2014, on est 11,3 millions, 8 millions d'électeurs. Donc je me demande un petit peu, qu'est-ce que vous constatez dans les chiffres de ce tableau par rapport aux proportions? C'est un petit calcul à faire, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous demande de faire ce calcul. Parce que le système électoral en Belgique, il a évolué. Donc, à partir de l'indépendance, le système électoral, c'était un suffrage censitaire. Qu'est-ce que ça veut dire un suffrage censitaire? C'est seulement ceux qui payaient un cens, c'était un impôt, avaient le droit de vote. Donc, en fait, il n'y a que les riches qui pouvaient voter. Alors, en 1893, on a introduit le suffrage universel plural. Donc, chaque homme disposait d'une voix, mais on donnait toujours un avantage à ceux qui payaient un cens. Ceux qui payaient un cens, eh bien, ils avaient, eux, 2 ou 3 voix. Alors, il fallait au moins 25 ans pour pouvoir voter, et bien sûr, les femmes étaient encore exclues. À partir de 1893, le vote devient obligatoire, et alors, il faut voir la différence. Un vote est obligatoire, mais vous n'avez pas l'obligation d'émettre une voix. Ça veut dire qu'il est quand même possible de remettre un bulletin blanc ou alors un bulletin nul. Alors, en 1919, on a imposé le suffrage universel pur et simple. Ça veut dire qu'un homme, une voix, il n'y avait plus d'avantage en fonction du statut économique de la personne. À ce moment-là, la limite d'âge, elle passe à 21 ans. En 1948, enfin, les femmes obtiennent le droit de vote. En 1981, l'âge minimum du droit de vote passe de 21 ans à 18 ans. Donc, 18 ans devient la majorité officielle. Alors, en 1998, on autorise les citoyens étrangers, mais qui font partie de l'Union européenne, à pouvoir voter aux élections européennes et aussi aux élections communales, mais ils ne peuvent pas voter aux élections fédérales. Alors, en 2002, le constituant a essayé d'augmenter le nombre de femmes au Parlement, et pour ça, ils ont instauré la loi de la parité. Ça veut dire que dans les candidats qui se présentent aux élections, ils obligent à ce qu'il y ait la moitié d'hommes, moitié femmes. Donc, en fait, la différence entre le nombre de candidats d'un sexe ne peut pas être supérieur à 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est une démocratie représentative? C'est parce que le peuple n'exerce pas lui-même le pouvoir législatif, il se fait représenter par des parlementaires qui sont élus. Alors, le régime belge est un régime parlementaire, il n'y a que les membres du Parlement qui sont élus. Alors, je vous ai mis un petit texte, un petit article de journal, donc sur la constitution du gouvernement Vivaldi. Donc, je vous demande de lire le petit texte et de répondre à la question suivante. Qui nomme les ministres et à qui le gouvernement doit rendre des comptes? Alors, une autre alternative à un régime parlementaire qu'on aurait pu faire, c'est on aurait pu devenir aussi un régime présidentiel. Qu'est-ce que c'est un régime présidentiel? Eh bien, vous avez un président et non plus un roi. Le président est élu par le peuple, il constitue un gouvernement et le gouvernement doit rendre des comptes au président et pas au Parlement.
Alors, dernière caractéristique de notre État belge, c'est que nous sommes un État de droit. Alors, dans un État de droit, les instances publiques, elles ne disposent pas d'un pouvoir illimité. On l'a déjà vu, il y a de toute façon la séparation des pouvoirs. Et dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir, eh bien, les instances publiques sont tenues de respecter, elles aussi, les règles juridiques démocratiques. L'autorité, comme les citoyens, doivent respecter les règles juridiques. Alors, les lois, par exemple, elles ne sont adoptées que si elles sont votées par une majorité parlementaire. Donc, ça veut dire la moitié plus 1. Si on fait 50-50, la loi n'est pas adoptée. Alors, la majorité, elle doit toujours respecter les droits de l'homme, inscrits dans la Constitution et aussi d'autres traités internationaux. Donc, elle ne peut pas aller à l'encontre de certains traités qui sont plus importants que les lois qu'elle va prendre. Alors, le citoyen, eh bien, donc, de ce point de vue-là, eh bien, on lui assure un minimum de droits et de libertés qui ne peuvent pas être bafoués. Alors, un état de droit, il n'est pas concevable sans protection juridique. Ça veut dire que s'il y a un conflit entre le citoyen et l'autorité, eh bien, il y a un tribunal qui est indépendant, qui peut statuer pour défendre l'une ou l'autre partie. Alors, on a vu qu'il y avait des normes juridiques et je vous demande de regarder, de faire une petite recherche sur Internet de manière générale, me donner la définition d'une loi. Qu'est-ce que c'est une loi? Alors, la loi, elle est écrite et elle est publiée. Donc, c'est un texte qui fait l'objet d'une publication officielle. Elle édicte des règles générales et abstraites. Elle a vocation à s'appliquer à tous et pas seulement dans un cas particulier. Elle énonce des règles durables. Hormis la Constitution, les lois, par contre, sont en perpétuelle évolution. Alors, en Belgique, on a plusieurs instances qui disposent du pouvoir de créer des règles de droit. On a le pouvoir législatif, on l'a vu, qui crée des lois. Elles sont exécutées par le roi en accord avec le gouvernement. Mais comme je vous l'ai dit, les entités fédérées ont aussi un pouvoir législatif. Les communautés et les régions ont un pouvoir décisionnel propre. On a aussi certains organes internationaux et des traités internationaux qui peuvent édicter des règles qui modifient l'ordre juridique belge. Et enfin, on a aussi des provinces et des communes. Elles ont aussi le pouvoir d'établir des règles de droit. Alors, il y a une hiérarchie, il y a un ordre de préséance entre les normes supérieures et inférieures. Alors, en premier et deuxième plan, on a les normes internationales et la Constitution. Donc, selon certaines théories, la Constitution et les normes internationales seraient à un même niveau. Mais les normes internationales prennent quand même le dessus sur la Constitution. Alors ensuite, on a les normes législatives, lois, décrets et ordonnances. Alors, les lois, on les appelle lois quand elles émanent de l'autorité fédérale. Alors, quand ce sont des lois qui émanent des communautés et des régions, on les appelle décrets. Et quand c'est la région Bruxelles-Capitale qui fait des lois, on les appelle des ordonnances. Alors, il n'y a pas de hiérarchie entre les normes de l'autorité fédérale et les lois des entités fédérées. Alors ensuite, on a les arrêtés d'exécution. C'est des arrêtés royaux, des arrêtés du gouvernement fédéral et des différents gouvernements communautaires et régionaux. Et enfin, en dernier lieu, on a les règlements provinciaux, qui sont édictés par les institutions provinciales, et enfin les règlements communaux qui sont édictés par les communes. Donc, voici donc la hiérarchie des lois en Belgique. Alors, l'autorité inférieure, elle doit toujours respecter les normes édictées par l'autorité supérieure. Donc, la commune, par exemple, doit respecter les règlements provinciaux. Les règlements provinciaux doivent respecter les arrêtés d'exécution. Les arrêtés d'exécution doivent respecter les normes législatives. Les normes législatives doivent respecter la Constitution et la Constitution doit respecter les normes internationales. Alors, l'autorité fédérale, donc on a vu qu'il y avait 3 pouvoirs. Alors, premièrement, on va voir donc le pouvoir législatif. Il y a 3 branches au pouvoir législatif.
vous avez le roi. Ben, le roi, vous savez, on l'a vu, il n'est pas élu. Donc, c'est une succession héréditaire. Alors, chaque acte du roi doit être couvert par au moins un ministre. On l'a vu, il n'est pas responsable. Ensuite, on a la Chambre des représentants, donc le Parlement, et troisièmement, le Sénat. Alors, ces deux institutions, elles, sont élues. Alors, il y a des caractéristiques de ces élections. Alors, il y a le suffrage universel pur et simple à 18 ans. Le vote obligatoire est secret. Il faut 21 ans minimum pour être parlementaire. Et on a un système de représentation proportionnelle. Donc, les sièges sont répartis entre les partis proportionnellement aux voix qu'ils ont obtenues. Et enfin, on a un système de parité. Donc, comme on l'a dit précédemment, au niveau des candidats, il faut moitié homme, moitié femme, avec une différence de une unité maximum. Alors, quelle est la composition de la Chambre des représentants? Alors, donc, au Parlement, on a 150 membres. Ces 150 membres, ils sont élus directement par la population. Alors, les élections, comment ça se passe? Il y a 11 circonscriptions électorales. Elles correspondent plus ou moins aux provinces de la Belgique. Dans chaque circonscription électorale, eh bien, il y aura un minimum d'élus. Alors, si je prends par exemple le cas de la province du Hainaut, il y aura minimum 18 représentants qui seront au Parlement belge. Si je prends la Flandre orientale et occidentale, donc c'est 16 élus et 20 élus. D'accord? Donc au total, de toute la Belgique, on aura 150 élus. Alors, comment ça se passe pour le Sénat? Alors, dans le Sénat, vous avez 40 sénateurs qui sont élus dans 3 circonscriptions électorales. Wallonie, Flandre et Bruxelles-Vilvoorde. Alors, ils sont élus par 2 collèges électoraux. On a le collège électoral français et le collège électoral néerlandais. Alors, le Conseil de la communauté française et le Parlement flamand, ils désignent, eux, chacun 10 sénateurs. Le Conseil de la communauté germanophone, lui, n'en désigne qu'un seul. Alors, on a aussi une autre catégorie de sénateurs, on les appelle les sénateurs cooptés. Les sénateurs cooptés, ils sont désignés par des sénateurs qui sont élus directement, donc par les sénateurs qui font partie donc, déjà du Sénat, et aussi par les sénateurs de communauté. Alors, les sénateurs flamands, ils désignent 6 sénateurs. Les sénateurs wallons, eux, n'en désignent que 4. Alors, au total, on a 10 sénateurs cooptés. Alors, à part ces 40 sénateurs, on a aussi les sénateurs de droit qui sont représentés par les enfants du roi. Alors, ce que je vous demande de faire, vous avez un petit schéma de la Chambre du Sénat et je vous demande de compléter donc, dans les 3 flèches ici et au niveau des couleurs, de compléter le schéma de la Chambre du Sénat avec les termes suivants. Donc, francophone, néerlandophone, germanophone, sénateur coopté, sénateur de communauté et sénateur élu directement. Bien sûr, je vous invite à regarder le nombre de sénateurs pour pouvoir répondre aux questions. Alors, ensuite, une autre particularité, c'est que les 2 chambres des représentants sont réparties en groupes linguistiques. Donc, chaque chambre est divisée en 2 groupes linguistiques, le groupe linguistique français et le groupe néerlandais. Alors, je vous invite aussi à remarquer que le groupe linguistique germanophone n'est pas représenté. Alors, quelles sont les compétences du pouvoir législatif? Alors, premièrement, il fait les lois. On l'a déjà vu, il approuve les traités internationaux, il contrôle le pouvoir exécutif. Alors comment? Eh bien, il y a plusieurs moyens, soit par le droit d'interpellation, donc c'est comme les questions, ils interpellent les ministres en fait au Parlement et ils peuvent éventuellement faire démissionner donc le ministre si il ne sait pas justifier sa politique.
On a aussi donc le vote de confiance. Alors, quatrièmement, le pouvoir législatif peut procéder à des enquêtes parlementaires. Par exemple, enquêter sur des problèmes de société, proposer des solutions ou signaler des manquements, donc des dysfonctions dans le système. Par exemple, c'était le cas quand il y a eu donc l'affaire du trou. On a eu une enquête parlementaire pour comprendre les dysfonctionnements. Et enfin, une autre compétence du pouvoir législatif, c'est de modifier la Constitution. Alors, autre pouvoir, nous avons le pouvoir exécutif. Alors, quelle est la composition du pouvoir exécutif? Eh bien, on a le roi qui nomme les ministres et les secrétaires d'État. Alors, le pouvoir exécutif, c'est le roi qui l'exerce. Le roi nomme des ministres et des secrétaires d'État qui vont former le gouvernement. Alors, le roi, il peut nommer 15 ministres tout au plus, dont autant de francophones que de néerlandophones, excepté éventuellement le Premier ministre. Alors, chaque ministre est chargé d'un aspect spécifique de terrain politique. Ils ont des fonctions bien spécifiques. Alors, ce que je vous demande de refaire, par une petite recherche, c'est quelles sont les fonctions attribuées aux différents ministres fédéraux actuels. Donc, vous avez la liste des ministères et ensuite la liste des ministres actuels. Donc, je vous demande qui exerce quoi, qui est qui. Alors, le roi peut également nommer des secrétaires d'État et ces secrétaires d'État ont aussi des compétences qui sont déterminées. Les secrétaires d'État, eux, ils sont adjoints à un ministre. Alors ensuite, je vous ai mis un texte pour c'est en 2010, suite à la crise où nous sommes restés donc plus de 500 jours sans gouvernement. Voilà, donc c'est un petit peu le mode de fonctionnement entre la procédure de formation du gouvernement. Donc je vous invite à le lire. Et puis, de répondre à la question suivante. Quelle est la procédure de formation d'un gouvernement? Et je vous demande de remettre la procédure dans l'ordre chronologique. Donc, mettez des numéros dans les 5 caractéristiques que vous trouvez ici. Voilà. Alors, troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Alors, les cours et les tribunaux, ils ne sont pas chacun compétent pour connaître de l'ensemble des contestations qui relèvent de l'ordre judiciaire. Afin d'isoler les compétences respectives des cours et des tribunaux, le critère à prendre en compte est tiré du caractère civil ou du caractère pénal du litige. Alors, je vous demande de faire une petite recherche. Quelle est la différence entre la nature civile et la nature pénale? Donc, un litige est de nature civile lorsque, et un litige est de nature pénale lorsque. Donc, je vous invite à faire la petite recherche pour voir la différence entre les deux sortes de litiges. Alors, le contentieux pénal, je prends ma feuille, voilà. Il met en présence la personne poursuivie, la société qui est représentée par un membre du ministère public que l'on appelle aussi le parquet. Alors, en fonction de ça, je vous demande un problème de bail, est-ce que c'est un litige pénal ou un litige civil? Un problème de paiement avec un employeur, brûler un feu de signalisation, occasionner un accident avec des blessés, dérober quelque chose à son employeur. Alors ensuite, dans la deuxième section, on a les juridictions pénales. Alors premièrement, le tribunal de police. Alors, essentiellement, c'est pour les contentieux de roulage et les contraventions. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 7 jours d'emprisonnement et 25 € d'amende, ou ça peut être tapage nocturne, certaines injures, des dégradations de clôture. Ensuite, on a le tribunal de première instance. Alors, en tant que tribunal correctionnel pour les délits, il peut y avoir entre 8 jours et 5 ans d'emprisonnement. Par exemple, les vols simples ou alors les homicides par imprudence, piratage informatique. Alors, haute juridiction pénale, nous avons la cour d'assises. Donc,
Pour les crimes avec plus de 5 ans de réclusion, par exemple, vol à violence, à main armée, attentat à la pudeur commis sur des mineurs, un meurtre. Donc ça, c'est tout pour la cour d'assises. Alors, il y a aussi les recours. Vous pouvez avoir recours via la cour d'appel. Donc, l'appel ouvre un second degré de juridiction au niveau duquel l'affaire est entièrement réexaminée à nouveau et elle est rejugée. On a aussi la cour de cassation. Alors, le pourvoi en cassation n'ouvre pas un troisième degré de juridiction. C'est une voie de recours extraordinaire, en ce sens que seule la légalité de la décision est au centre du procès. On va dire, tiens, il n'a pas respecté telle loi, ou alors c'est procédurier. On va critiquer la procédure, mais pas le jugement en soi. Donc, le litige ne passe pas l'objet d'un examen complet. Alors, ensuite, en troisième lieu, on a les juridictions civiles. Donc, je vous demande de regarder un petit peu en quoi la justice de paix est compétente. Donc, cette juridiction, elle est appelée justice de proximité. Qui y siège? C'est le juge de paix et il est assisté par un greffier. Alors, les juges de paix, les justices de paix sont établies par canton et un canton est composé d'une ou plusieurs communes. Alors, à part les justices de paix, on a le tribunal de première instance. Alors, le plus souvent, il y a un juge unique qui y siège et elle est divisée en plusieurs chambres. Vous avez le tribunal civil, le tribunal de la famille, le tribunal de la jeunesse. Donc, regardez un peu quelles sont leurs compétences. Troisièmement, on a le tribunal du travail. En quoi est-il compétent? Alors, le tribunal du travail, il est établi au niveau de l'arrondissement judiciaire et il est divisé en plusieurs chambres. Dans chacune d'elles, il y a 3 juges. Vous avez un magistrat professionnel et vous avez 2 juges sociaux non professionnels qui sont nommés par le roi pour 5 ans parmi des représentants des travailleurs et des employeurs qui lui sont proposés. Alors, on a aussi le tribunal de l'entreprise. Donc, en quoi est-il compétent? Il est établi au niveau de l'arrondissement judiciaire et il est divisé en plusieurs chambres. Alors, dans chacune d'elles, il y a 3 juges. Vous avez un magistrat professionnel et 2 juges consulaires non professionnels qui sont nommés pour 5 ans par le roi parmi des représentants du commerce et de l'industrie qui lui sont aussi proposés. Alors, il se prononce également en appel sur les décisions rendues par le juge de paix dans des conflits commerciaux. Alors, là aussi, il peut y avoir des recours. Il y a la cour d'appel. Les jugements rendus par les juges de paix relèvent en appel de la compétence du tribunal civil. Il n'y a cependant pas d'appel possible à l'encontre des jugements des juges de paix concernant les litiges dont la demande porte sur un montant qui est inférieur à 2 000 €. Alors, on a la cour du travail. Donc, il y a 5 cours du travail en Belgique et elles sont composées d'un magistrat professionnel, de 2 magistrats non professionnels et les conseillers sociaux. On a la Cour de cassation. Donc, je vous demande aussi de voir en quoi elle est compétente. Elle est divisée donc en chambres spécialisées entre lesquelles sont répartis les pouvoirs en fonction de la matière sur laquelle ils portent. Il n'y a qu'une seule Cour de cassation en Belgique. Alors, on a les juridictions administratives, on a le Conseil d'État. Alors, dans le Conseil d'État, vous avez 2 sections. Vous avez la section législation et la section administration. Dans la section législation, c'est l'organe en fait qui va rendre un avis sur tous les avant-projets de loi, de décrets ou d'ordonnances, donc toutes les normes de loi législatives sur certaines propositions de normes législatives. Alors, la section d'administration, eh bien, c'est le juge des actes de l'administration. Le but, c'est de faire disparaître un acte de l'arsenal juridique, l'acte d'un bourgmestre, un jury d'examen, un directeur d'école. Ensuite, on a la Cour constitutionnelle. Eh bien, elle a pour mission de contrôler la conformité des normes législatives, avec d'une part les règles de répartition de compétences entre autorités fédérales et fédérées, avec une partie de la Constitution. Alors, il y a 12 juges
qui ont une double parité, parité linguistique et une parité entre anciens parlementaires et autres personnalités dont les qualifications juridiques sont reconnues. Alors, je vous ai fait un petit résumé en fonction, donc, soit pour les matières pénales, donc contravention et infraction routière, par exemple, eh bien, vous aurez affaire au tribunal de police en première instance et il y a une erreur ici, et ici pour le recours au tribunal correctionnel. Alors, ensuite, pour les délits, vous aurez affaire au tribunal correctionnel et à la cour d'appel en appel. Alors, pour les crimes, délits de presse, à l'exception du racisme et de la xénophobie, et les délits politiques, vous avez affaire à la cour d'assises. Pour les délits sur mineurs d'âge, c'est le tribunal de première instance, donc la chambre de la jeunesse, et la cour d'appel pour faire un recours, donc la chambre de la jeunesse. Alors, tout ce qui concerne les matières civiles, les compétences spécifiquement attribuées au juge de paix, donc par exemple les litiges locatifs, donc vous allez en justice de paix, et si vous voulez faire appel, eh bien c'est la cour d'appel, sauf si la valeur du litige est inférieure à 1 860 €. Alors ensuite, on a l'indemnité qui découle d'un accident de la circulation, par exemple. Là, c'est le tribunal de la police qui s'en occupe, et en recours, c'est le tribunal de première instance, sauf si la valeur du litige est supérieure à 1 860 €. Alors ensuite, on a les compétences spécifiquement attribuées au tribunal de première instance, par exemple un divorce. Donc, c'est le tribunal de première instance qui s'en occupe. Alors, pour les recours, c'est la cour d'appel, sauf si la valeur du litige est inférieure à 1 860 €. Alors, si aucune compétence n'est attribuée en dessous de 1 860 €, eh bien, vous aurez affaire au juge de paix. Si c'est au-dessus de 1 860 €, c'est le tribunal de police. Alors, pour les recours, en tribunal de première instance aux cours d'appel, eh bien, la première instance, si la valeur du litige est supérieure à 1 240 €, ou alors inférieure à 1 240 €, pardon, pas supérieure, ou la cour d'appel. Enfin, pour les compétences spécifiques vis-à-vis des mineurs d'âge, eh bien, c'est le tribunal de première instance, c'est donc le tribunal de la jeunesse, et la cour d'appel, la chambre de la jeunesse en cas de recours. Alors, pour les matières commerciales, donc pour les actes de commerce en dessous de 1 240 €, donc là, c'est le juge de paix ou le tribunal, le juge de paix. Si c'est au-dessus de 1 240 €, le tribunal de commerce. Alors, pour les recours, le tribunal de commerce, si donc c'est inférieur à 1 240 €, donc si la valeur du litige est inférieure à 1 860 €, ou la cour d'appel, si c'est supérieur. Alors, il y a certaines compétences aussi d'attribution, par exemple comme les faillites. Donc là, c'est le tribunal du commerce qui s'en occupe, et la cour d'appel pour les recours. Tout ce qui est travail, affaires sociales, alors, donc ça, c'est le droit du travail et de la sécurité sociale, par exemple. Eh bien, c'est le tribunal du travail et la cour du travail en recours. Alors, je vous demande par rapport à certains cas pratiques de déterminer quelle juridiction est compétente dans les situations suivantes. Alors, si Marc a des problèmes avec son locataire et qu'il ne paie plus les loyers depuis quelques mois, quelle juridiction va être compétente en la matière? Louise et Laurent sont mariés depuis 20 ans, ils vont divorcer. Donc, quelle juridiction? Marie a à plusieurs reprises été verbalisée pour excès de vitesse. Elle doit se rendre devant la justice. Où va-t-elle aller? Et enfin, un ouvrier chute d'un échafaudage. Son employeur ne veut pas payer les indemnités. Ça va? Donc, je vous invite à travailler sur les exercices que je vous ai présentés. Faites-les lundi, et lundi prochain, nous corrigerons tout en présentiel et nous continuerons le cours. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Au revoir.